19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 19 juin 2023. Le ministre de l'Enseignement supérieur Mamoudou Jibo a officiellement lancé les épreuves écrites du baccalauréat session 2023 ce jour 19 juin au lycée Amadou Kourandaga de Zender, en présence des autorités régionales, administratives et coutumières, des parents d'élèves et des membres de la Halcia. Avant l'ouverture de l'enveloppe scellée dans la salle, le ministre a prodigué des conseils aux candidats. Il faut compter sur vos propres efforts, a déclaré Mamoudou Jibo, qui se réjouit du démarrage des examens. On l'écoute. Je me souviens la commission de l'UEMOA a pris le baccalauréat tellement au sérieux qu'elle a décidé, en conseil des ministres d'État membres, d'en faire un diplôme commun. Pour qu'il n'y ait plus de problème de reconnaissance, pour qu'il y ait un même système d'accréditation. Une période a été instaurée pour que le bac s'organise entre le 18 et le 21 juin dans tous les pays. Avant aujourd'hui, le Niger n'a jamais pu réaliser cette prouesse. De telle sorte que, de la notation de l'UEMOA, au niveau du bac, le Niger a toujours eu 0. Pour la première fois, par la grâce de Dieu, et surtout avec l'exigence du président de la République, nous avons pu démarrer le bac, non le 18 mais le 19 juin. Et par la grâce de Dieu, nous allons l'achever dans les délais. Pour moi, c'est un motif de fierté. C'est un motif de fierté d'autant plus que voici 3 ans que le président Bazoum Mohamed nous a dit: je ne veux plus voir des gens réclamer quoi que ce soit à la veille de l'organisation du bac. Il vous souviendra que chaque année, à la veille du départ des membres du jury, les correcteurs posaient des problèmes de non-paiement de leurs frais de correction de l'année antérieure. Il a mis les moyens à notre disposition et depuis 2021, l'office du baccalauréat, des équivalences et des examens et concours de supérieur de l'OBEX, qui a la charge de l'organisation du baccalauréat, n'a jamais plus fait d'arriéré. Le bac coûte extrêmement cher. C'est plus d'1,8 milliard chaque année que l'État consent. Si les conditions sont réunies, il nous reste à rechercher la qualité de l'examen. La qualité de l'examen, c'est un examen propre. Un examen qui ne souffre d'aucune tricherie, d'aucune forme de fraude. Celui qui triche pour obtenir le bac est appelé à tricher toute sa vie. Puis le bac est la clé d'accès à l'enseignement supérieur et c'est l'enseignement supérieur qui forme le capital humain de qualité. Nous n'avons donc pas besoin de tricheurs à l'université ou de les centres de formation supérieure. Par la grâce de Dieu, les Halcia nous assistent. Les forces de défense et de sécurité, la justice, tout le monde. À Niamey, c'est le CS Lala Malika Issifou qui a servi de cadre pour le lancement des épreuves du baccalauréat session 2023 et c'est le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, qui a décelé l'enveloppe des premières épreuves de la session. Nafissatou Yahya, Nasser Sedou. C'est dans une des salles du jury 28 au CS Lalla Malika que le gouverneur de la région de Niamey a décelé l'enveloppe contenant les premières épreuves du baccalauréat session 2023. Prenant la parole à cette occasion, le premier responsable de la région de Niamey s'est dit satisfait du calme qui a caractérisé cette année scolaire avant d'exhorter les candidats à ne compter que sur leurs efforts. Ce matin, nous avons rencontré des candidates, des candidats avec des visages très radieux.
c'est dire que c'est des candidats très bien préparés, des candidats prêts à affronter les épreuves de cet examen du baccalauréat session 2023. Bien sûr, c'est parce que le gouvernement s'était fortement investi pour que l'année soit très calme et vous en avez été témoin. Parce que vous le savez, c'est une ambition, j'allais dire conviction, vision des plus hautes autorités de ce pays, en l'occurrence son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, avec plus de 60% des jeunes de notre population. Il faut que cette jeunesse soit disposée aussi à jouer sa partition. Sa partition, c'est quoi? C'est que chaque candidat doit savoir compter sur lui-même pour que nous ayons des résultats, de très bons résultats, mais surtout des résultats très crédibles. Avec la triche, on ne gagne jamais. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités pour arriver à des examens propres. En témoigne la présence de l'équipe de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halsia. C'est pour mettre fin à cela que nous sommes en train de faire le tour des établissements, tant au niveau de Niamey qu'à l'intérieur du pays, pour sécuriser vraiment ceux qui savent qu'ils ont travaillé, sécuriser leurs résultats, parce que nous voulons un bac crédible. Pour les contrevenants, nous avons soit une sanction administrative. Si le portable est pris et qu'il n'y a rien dessus, mais la personne a son portable, sachant pertinemment qu'on lui a demandé de ne pas venir avec, c'est un 0. Mais si la personne est connectée et qu'elle a le sujet ou qu'elle est en train de communiquer avec quelqu'un, là c'est des sanctions pénales et ce n'est pas la Halsia, c'est au niveau de la justice qui détermine si c'est un emprisonnement ou si c'est une amende. Pour rappel, ces examens du baccalauréat se déroulent sur toute l'étendue du territoire avec plus de 92 000 candidats à l'échelle nationale et plus de 28 000 candidats pour la région de Niamey. Le Niger est rentré dans la cour des pays producteurs du pétrole depuis plus d'une décennie. Une production certes modeste comparativement à celle de certains pays de la sous-région. Cependant, cette production sera bientôt revue à la hausse, permettant au pays d'exporter le brut de l'or noir via un pipeline à destination de Cotonou au Bénin. Mohamed Lawan Gaya, ingénieur expert international de l'énergie et du pétrole, nous parle justement de cette infrastructure. On l'écoute. J'ai une étude qui dit que le miracle qu'a connu donc, ces pays susmentionnés, la Libye, l'Algérie, le Nigeria, le miracle qu'a connu ces pays en termes de pétrole, le Niger, le Mali, le Tchad connaîtraient les mêmes miracles. Donc, il faut penser pour le futur du Niger en termes de millionnaires en production pétrolière. Et si c'est le cas, justement, on ne peut pas consommer, avec la population que nous avons ici au Niger, nous ne pouvons pas consommer intégralement toute notre production. Nous serons obligés, pour des besoins de recettes financières, exporter une partie, et peut-être la plus grande partie donc, de notre pétrole. Et pour ce faire, on doit quand même avoir une certaine ambition. Et cette ambition, elle doit être donc à l'image donc de la géographie, du contexte géoéconomique, géologique donc de la sous-région. C'est une région qui est presque entièrement constituée de bassins sédimentaires. Aujourd'hui, le Niger, il est presque à 95% constitué de bassins sédimentaires. Et en termes géologiques, quand on parle de bassins sédimentaires, ce sont les réceptacles des hydrocarbures. Et des hydrocarbures, nous avons 3 types d'hydrocarbures. Nous avons les hydrocarbures liquides, c'est le pétrole brut. Nous avons les hydrocarbures gazeux, le gaz naturel. Nous avons les hydrocarbures solides. Là, nous avons le charbon, l'anthracite, le lignite, les schistes bitumineux et autres. Donc, presque 95% du territoire du Niger est constitué justement de ces bassins sédimentaires. Ça veut dire pratiquement à n'importe quelle partie du Niger, excepté peut-être la zone du Liptako-Gourma, là où il y a donc d'autres ressources minières, mais presque 95% du territoire du Niger, excepté donc le Liptako-Gourma, la zone d'Amagram-Mounio, un tout petit peu l'Aïr et sud de Maradi, c'est peut-être ces zones-là où
c'est des socles, donc vous ne pouvez pas prétendre découvrir des hydrocarbures. Sinon, tout le reste du territoire national, c'en est un. On a peut-être caché beaucoup l'information parce que nous ne détenons pas les technologies nécessaires pour savoir ce que nous avons dans le sous-sol, mais force est de constater que notre sous-sol renferme d'énormes potentiels en hydrocarbures. Donc si on doit faire un pipeline, je crois qu'on doit le dimensionner à hauteur donc, de ce que nous avons comme potentiel. C'est pour cela que j'ai un tout petit peu critiqué. Et donc un pipeline de 90 000 barils par jour, ça a été très très modeste pour un pays qui aspire à être millionnaire. Donc je crois qu'au même titre que le Tchad, au moment où vous avez lancé leur pipeline, et le pipeline qui est là actuellement, il a une capacité de 350 000 barils par jour, extensible à presque 500 000 barils par jour. Donc eux, ils sont partis avec une ambition à long terme. Donc je crois que nous devons aussi avoir une ambition à long terme pour faire un pipeline à la hauteur de notre potentiel. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un pipeline de 90 000 barils par jour, 2 ans, 3 ans, 4 ans après l'exploitation, et tout de suite qu'on se rende compte aussi que nous avons encore un potentiel à exporter et que celui qui est là n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Donc soit on reprend, soit je ne sais pas, il faut trouver une autre solution. Et c'est en cela là qu'une fois j'ai parlé quelque peu de gâchis, effectivement, on aurait dû quand même anticiper, prévoir et faire une planification à long terme, avoir une vision long-termiste pour notre pétrole. C'était là l'expert international en énergie et pétrole Mohamed Lawal Gaya que vous retrouvez d'ailleurs en partie au magazine de cette édition. Les autorités de transition maliennes ont demandé le retrait des soldats de la mission des Nations Unies pour la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali, créée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité du 25 avril 2013 pour appuyer le processus politique dans ce pays et effectuer un certain nombre de tâches d'ordre sécuritaire. Quelles pourraient être les conséquences de cette décision? Réponse de Sedi Kaba, spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. De toute évidence, pour moi, c'est une fuite en avant. Inutile, un pari encore, un saut dans l'inconnu. Aujourd'hui, malgré la présence de la MINUSMA, malgré la présence de nouveaux partenaires du Mali, la situation continue de se dégrader, y compris sur le plan de l'extension territoriale de la menace. La menace n'a pu être contenue au nord, aujourd'hui elle se développe au centre. Il n'y a pas longtemps, c'est vraiment la ville garnison de Kati, où habite même le colonel Assimi Goïta qui avait été qui a été visé par une opération terroriste. Moi, j'ai bien peur que le retrait de la MINUSMA précipite l'effondrement du Mali. Et à mon avis, ce serait d'autant plus grave que l'effondrement du Mali va entraîner toute la sous-région. Les enjeux aujourd'hui ne dépassent simplement la sécurité du Mali, c'est les enjeux de la sous-région. Si le Mali le fonde, il va entraîner l'ensemble de la sous-région. Et une initiative comme celle qui a été prise sur un coup de tête, comme celle de demander le départ de la MINUSMA, me semble être à la fois contre-productive et dangereuse, à la fois pour le Mali et l'ensemble de la sous-région Afrique de l'Ouest. Réception de matériel informatique ce matin par l'École supérieure des sciences de communication et des médias ESCOM, ex-IFTIC. Le matériel informatique est un don de la mission bilatérale italienne de soutien au Niger. Ismaël Moumouni, Chevouguisson. C'est à bras ouverts que le chef de la mission bilatérale de soutien du contingent italien au Niger a été accueilli à l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM, ex-IFTIC. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la remise des matériels à cette école. Cette dernière a engagé des réformes en vue d'améliorer la qualité de sa formation. Parmi ces réformes, on peut citer la revue des offres de formation en vue d'intégrer des modules à forte incidence technologique, tels que la communication digitale, les ressources documentaires du web, la gestion électronique des documents. Cependant, pour satisfaire à ces ambitions, l'ESCOM a sollicité et obtenu de la mission bilatérale de mission de soutien du contingent italien au Niger un appui en matériel informatique. Monsieur le général chef de mission bilatérale de soutien du contingent italien au Niger, en répondant favorablement à notre requête, vous venez de contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation pratique de nos étudiants qui
sont les futurs professionnels des médias et de la communication de notre pays. Soutenir le Niger, et cela dans plusieurs domaines, telle est la vocation de cette mission italienne. L'éducation est quelque chose de fondamental, c'est un investissement et c'est le fait de croire aux jeunes. Donc le fait de leur donner des instruments qui leur permettront de construire un monde meilleur. Et donc pour nous c'est un devoir d'aider et de supporter ces jeunes pour qu'ils puissent transformer leurs rêves en réalité. Pour sa part, le ministre de la Communication a remercié les généreux donateurs pour ce don composé de 38 ordinateurs de bureau, 4 ordinateurs portables, 2 projecteurs avec écran grand format, 2 imprimantes multisystèmes HP laser, 2 systèmes audio Dolby 8.4. Ces matériels permettront à Descoffi de disposer du laboratoire d'éthique équipé de matériel de dernière génération en vue de notre gros objectifs ci-dessus fixés. Excellence, Monsieur le chef de la mission bilatérale de soutien pour le contingent italien au Niger, au nom de votre autorité de notre pays, nous vous adressons tous nos renseignements pour ces gestes combien importants à travers le cadre de la formation des futurs professionnels des médias et de la communication. À travers ces dons, cela permettra aux étudiants de l'ESCOM ex-IFTIC de maîtriser les outils informatiques. Dans la soirée du dimanche 18 juin 2023, la coordination communale Lumana Africa du 5e arrondissement de Niamey a, à travers une déclaration, réaffirmé son soutien au bureau politique national. C'était au quartier Kirkusei en présence des membres de la coordination à travers une forte mobilisation des militants. Boubacar Ibrahim, Nasser Seydou. Il s'agit à travers cette réaction de la coordination communale Lumana Africa du 5e arrondissement de Niamey, notamment ceux de la zone Kirkusei, Nyalga et Seno Marega, de réaffirmer leur attachement et leur appartenance aux principes du parti et de ses idéaux. À travers ce rassemblement, ils entendent en effet se désolidariser des décisions qu'a récemment connues la coordination. Le jeudi 8 juin 2023, un certain nombre parmi les militants se sont réunis clandestinement sans aviser le bureau politique communal Niamey 5 et ni la coordination zone Kirgisei, Nyalga, Marega, Seno pour dire que la zone a décidé de quitter le parti Lumana en adhérant à un autre parti. De ce fait, nous nous sommes réunis aujourd'hui, ce jour, 18 juin 2023, dans le seul but d'apporter un éclaircissement sur cette situation qui tend à faire la chronique ce jour-ci. Il est vrai que la politique est un libre choix, mais ne confère pas à un détournement d'objectifs et d'esprit des militantes et militants à travers la coordination de zone. Au demeurant, ces groupes d'individus agissant sous la coupe frauduleuse du nom de la zone Kirgisei Marega Nyalga ne cherchent qu'à s'ouvrir leur propre intérêt, mais pas pour la zone. Nous tenons à vous informer et à vous confirmer que toute décision prise, celle l'avis ou consentement du président de la zone, mon cher Alzuma Oumarou Sanda, et les membres de la dite zone ou de la coordination communale Niamey 5 est considérée comme nul et nul effet, n'engage nullement la zone. Au nom des militantes et militants de la zone Kirgisei Nyalga Marega Seno, nous réaffirmons notre ferme et indéniable attachement aux coordinations communales Niamey 5, régionales de Niamey et bureau politique national Modern Fall Lumana Africa. Plusieurs membres de la coordination dont un conseiller local ont intervenu pour rassurer les militants et les inviter à la sérénité. A précisé que ces scissions résultent en effet des malentendus qu'a enregistré le parti à travers sa base de l'extérieur dans le cadre des partiels de la diaspora.
Comme annoncé, nous en venons à la partie magazine de ce journal qui traite du pétrole nigérien dans différents aspects avec l'ingénieur expert international en énergie et pétrole, ancien ministre et ancien secrétaire général de l'Organisation des producteurs du pétrole africain, Maman Lawal Gaya. Très bonne réception à vous. La participation de l'État dans les sociétés pétrolières ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'on peut dire que ça date depuis le démarrage des recherches pétrolières au Niger. Mais cette participation ça a été fait, du moins pour le cas du Niger, de deux manières. Donc, au démarrage de l'exploitation pétrolière, peut-être même, je crois qu'on peut se limiter à partir des indépendances de notre pays, puisque les recherches pétrolières ont commencé un peu avant les indépendances, mais nous pouvons quand même aller de cette étape-là. Et les activités pétrolières du Niger sont menées par le ministère en charge des hydrocarbures. Ça a changé plusieurs dénominations. Ça a été ministère des Mines, ministère de l'Hydraulique, des Mines, ministère des Travaux publics, des Mines, etc. Mais toujours est-il que c'est le ministère en charge des hydrocarbures. Donc, à ce moment-là, au tout début, c'était le ministère en charge des hydrocarbures qui est en relation avec les sociétés pétrolières internationales qui viennent. Et à ce moment-là, donc, le Niger avait dans son code pétrolier un seul type de contrat qu'on appelle contrat de concession. Et quand le Niger signe, l'État du Niger signe donc, un accord avec une société pétrolière sur la base d'un contrat de concession, la société pétrolière elle-même, elle investit justement dans les recherches et en cas de découverte, l'exploitation et la commercialisation à charge de cette société-là. L'État devrait prélever les impôts et les taxes. Mais en nature même, l'État ne prélève rien dans le cadre d'un contrat de concession. Bien. Donc ça a été jusqu'à dans les années 2008. Pourquoi 2008 2008, un peu avant 2008, la société étrangère qui était sur un bloc important au Niger, c'était la société malaisienne Petronas, qui était sur le bloc Agadem. Donc, au moment où elle avait fait ses recherches, elle avait certes fait des découvertes assez importantes, parce que je crois que le potentiel prouvé était de l'ordre de 620 millions de barils de pétrole et quelques 15 milliards de mètres cubes de gaz. Mais en ce moment-là, le baril de pétrole était coté à peine $30. Et au vu de ça, ce potentiel-là ne pouvait pas être rentable pour cette société-là. Raison pour laquelle elle a abandonné le bloc. Maintenant, à partir de 2007-2008, il y a eu la crise financière aux États-Unis, qu'on appelle la crise de subprime. Et à la faveur de cette crise, qui a emporté toutes les strates de l'économie américaine et mondiale, donc on a vu la flambée des prix des hydrocarbures. Et le baril de pétrole a été coté en juillet 2008 à $147,48 américains. En ce moment-là, les sociétés étrangères qui savaient qu'il y avait un potentiel assez important au Niger, donc avaient souhaité justement le mettre en valeur. Donc il y a eu une compétition, il y a eu un appel d'offres, et c'est la société chinoise qui est là, qui a eu à remporter cela. Mais, avec le code qui était là, donc le contrat du monde de concession, et le seul qui était en vigueur au Niger, donc ce contrat ne pouvait pas permettre la mise en exploitation du bloc à Agadem, en raison du fait qu'il y avait 620 millions de barils et 15 milliards de mètres cubes de gaz qui appartenaient à l'État du Niger. C'était retombé dans le patrimoine public de l'État. Donc à ce moment-là, il fallait trouver un autre type de contrat qui sied à ce genre de situation. Et c'est ainsi qu'on a mis en application le contrat de partage de production. Parce qu'il y a une part qui appartient à l'État du Niger qui était là. Et c'est comme ça qu'on a modifié donc notre code dans lequel on a inclus, outre le contrat de concession, mais aussi le contrat de partage de production.
Et c'était comme ça que nous avons signé avec les Chinois et l'exploitation pétrolière du bloc Agadem, qui a vu naître donc la société de raffinage de Zender, donc ont eu lieu. Donc l'industrie pétrolière du Niger donc, était engagée dans ce sens-là. Donc on avait continué dans cette situation, mais toujours c'était le ministère en charge des hydrocarbures qui menait les négociations avec les sociétés pétrolières, parce que d'autres étaient venus pour demander d'autres blocs et les négociations ont été entreprises, toujours avec donc, le ministère en charge des hydrocarbures. Un peu plus tard, donc, il y avait la Société nationale de pétrole, qui était Société nigérienne de distribution des produits pétroliers, SONIDEP, qui initialement relevait de la tutelle du ministère du Commerce. Et elle avait comme mission la commercialisation et la distribution des produits pétroliers. Maintenant, l'État du Niger a souhaité avoir une société nationale de pétrole, au même titre que les autres pays pétroliers du monde. Donc cette société nationale de pétrole, c'est un peu le bras armé de la politique nationale en matière de recherche et d'exploitation pétrolière, du moins sur toute la chaîne de valeur, de la signature des contrats jusqu'à la commercialisation des hydrocarbures. Ça peut être la distribution et la commercialisation en passant par l'exploration, l'exploitation, la production, le développement, le transport, le raffinage, tout ça là. Donc c'est cette société-là qui doit s'occuper de cela. Et on a créé maintenant une nouvelle SONIDEP qui est Société nationale de pétrole, qui n'est plus de produits pétroliers. Mais le volet produits pétroliers rentre toujours dans les attributions donc, de la SONIDEP. Donc cette société, maintenant, normalement, c'est elle qui doit être donc, le répondant du Niger. Un peu comme la SOPAMIN, c'est la Société de patrimoine et du pétrole du Niger. Donc c'est elle qui doit normalement engager les discussions, les négociations avec les sociétés étrangères qui sont leurs consoeurs pour le développement de l'industrie pétrolière au Niger. Le ministère en charge du pétrole, sa mission se résume à l'élaboration ou au suivi de la politique nationale des hydrocarbures. Normalement, le ministère en charge des hydrocarbures, en ce moment précis, n'a pas qualité à aller sur le terrain, n'a pas qualité à négocier directement avec les sociétés pétrolières. C'est la mission de la SONIDEP. Donc voilà que maintenant la SONIDEP, maintenant ce serait avec le temps, ça va prendre le temps, que la SONIDEP ait suffisamment donc, un personnel qualifié, avec l'expérience, maintenant qu'il y ait les ressources financières nécessaires qui peuvent permettre à la SONIDEP d'aller elle-même, comme Société nationale de pétrole, peut-être elle-même demander un bloc pétrolier sur lequel elle peut exploiter le pétrole. Et vous avez des sociétés comme Total Elf en France, vous avez ESSO aux États-Unis, en Afrique vous avez la Sonatrach en Algérie, vous avez la NNPC au Nigeria, vous avez la Sonangol. Toutes ces sociétés-là, donc ce sont les bras armés au même titre que la SONIDEP pour représenter l'État du Niger justement dans les recherches pétrolières. Vous savez, le code pétrolier, du moins la législation pétrolière d'une manière générale, dans tous les pays du monde, leur mise en application, ce sont des exercices qui sont faits quotidiennement. Donc ce sont des choses qui sont changées régulièrement. Aujourd'hui, quoi qu'en Afrique, nous devons être particulièrement au Niger, sur notre 4e génération de code pétrolier. Parce qu'avant les indépendances, donc notre législation pétrolière s'inspirait de celle de France. C'était le code pétrolier, le code napoléonien. Après le code napoléonien, on était venu sur le code pétrolier saharien, juste un peu avant les indépendances. Immédiatement après les indépendances, on a enlevé dans chaque code, dans chaque législation pétrolière, on enlève Sahara et on met le pays. Donc le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Dahomey, etc., etc. Donc maintenant, avec le temps, on se rend compte que la géopolitique pétrolière mondiale change, elle est en perpétuelle innovation. Et compte tenu de ces innovations-là, on essaie d'améliorer les codes pour que les États soient beaucoup plus bénéficiaires justement des retombées de la mise en application justement de ces textes-là. Mais il faut aussi voir quelque chose par rapport donc aux législations pétrolières. Autant l'État veut qu'il y ait des impacts réels sur son économie à partir donc de la mise en application de ces textes, autant la société étrangère qui va venir, elle aussi, ce n'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Donc il faudrait que dans la législation pétrolière, on laisse une marge bénéficiaire donc, de la société qui doit venir. Donc ces dernières années, on est en train donc d'innover
et l'Organisation des producteurs de pétrole africains, l'APO, à laquelle j'étais secrétaire général donc, tout récemment, donc, a sorti une sorte de mouture d'une sorte de législation pétrolière commune à tous les pays, parce que nous avons recensé les codes pétroliers et les contrats en vigueur dans tous les pays membres de cette organisation-là. Et donc nous avons fait une sorte de synthèse et nous avons sorti et les insuffisances et nous avons sorti un type de un contrat standard sur lequel tous les pays peuvent s'inspirer. Donc les pays le font, mais aujourd'hui avec l'évolution, vous avez les changements climatiques, il faut maintenant les inclure donc dans les nouvelles législations pétrolières. Vous avez la responsabilité sociétale des entreprises, il faut l'inclure. Vous avez le contenu local, il faut l'inclure. Il y a les populations riveraines dans les zones d'exploitation, elles ont leurs revendications, elles aussi, il faut les inclure. Donc c'est un exercice qu'on fait régulièrement. Donc au point où, aujourd'hui au Niger, on ne peut pas dire, au même titre que dans les autres pays, que nous avons un code pétrolier parfait. Mais c'est en innovation quand même. Quand vous lisez la législation pétrolière du Niger, sur toute la chaîne de valeur, il y a l'impact environnemental, parce que tout projet pétrolier doit faire l'objet d'une sanction d'une commission chargée d'évaluer l'impact environnemental et social donc, de ce projet-là. Et je crois que c'est un travail qui a été fait surtout ces dernières années-là, et les responsables du ministère en charge de l'environnement sont quand même assez pointus là-dessus et suivent régulièrement, pas à pas, effectivement, tous les impacts, surtout sur les hydrocarbures. Et tout dernièrement, donc, nous avons eu même à assister à Maradi, donc à un atelier de validation de l'impact environnemental sur la construction du pipeline qui quitte le bloc Agadem et qui va jusqu'au Bénin. Donc au Niger, quand même, on est soucieux de cela, malgré le fait que nous avons un pétrole quand même de très bonne qualité, qui n'est pas trop sale, qui n'est pas chargé d'impuretés, ce qui fait que la pollution de l'atmosphère à partir donc, du pétrole brut nigérien, elle est moindre par rapport à celle des autres pays qui sont très sulfureux. Vous savez, les questions d'exportation de pétrole, elles doivent faire l'objet d'une étude minutieuse. Et cette étude minutieuse doit couvrir pratiquement tous les aspects donc, de l'industrie pétrolière et de la géographie. La géographie et la géoéconomie et pétrolière, non seulement du pays même, mais de la sous-région. Donc, quand vous voyez le Niger, sa situation géographique, le Niger est coincé, si vous me permettez le terme, il est coincé géographiquement et géologiquement entre des puissances pétrolières, puissances, je relativise, africaines, et parce que ce sont des pays qui sont, en termes de production pétrolière, des millionnaires. Vous avez le Nigeria qui produit à un moment jusqu'à 2 300 000 barils par jour. Vous avez l'Algérie, la Libye, qui ont eu à produire jusqu'à 1 700 000 barils par jour. Donc ces pays-là, vous voyez bien qu'ils entourent, ils coincent le Niger. Maintenant, de l'autre côté, vous avez le Tchad, vous avez le Mali, et particulièrement dans la zone des 3 frontières. Donc ce sont ces deux pays-là, ils ont un potentiel, parce que pour eux, on va parler de potentiel, on ne parle pas de production pour l'instant, surtout pour le Mali. Pour le Tchad, il y a déjà de la production qui a commencé, et depuis 2003, aujourd'hui, ils sont environ à 120 000, 130 000 barils par jour. Et n'eût été un certain nombre d'aléas, je crois que ce pays-là aurait atteint les 500 000 et peut-être même au-delà, donc en raison de ce qu'ils ont comme potentiel. Donc nous avons le Niger qui est coincé entre donc, ces 4 ou 5 pays, l'Algérie, la Libye, le Nigeria, le Tchad et le Mali. Donc on ne peut pas dire, un profane même ne peut pas dire que le Niger ne peut pas avoir autant de réserves en hydrocarbures que ces pays-là. Et j'ai une étude qui dit que le miracle qu'a connu donc, ces pays susmentionnés, la Libye, l'Algérie, le Nigeria, le miracle qu'a connu ces pays en termes de pétrole, le Niger, le Mali et le Tchad connaîtraient les mêmes miracles. Donc, il faut penser donc, pour le futur du Niger en termes de millionnaires en production pétrolière. Et si c'est le cas, justement,
on ne peut pas consommer, avec la population que nous avons ici au Niger, nous ne pouvons pas consommer intégralement toute notre production. Nous serons obligés, pour des besoins de recettes financières, exporter une partie, et peut-être la plus grande partie donc, de notre pétrole. Et pour ce faire, on doit quand même avoir une certaine ambition. Et cette ambition, elle doit être donc à l'image donc, de la géographie, du contexte géoéconomique, géologique donc, de la sous-région. C'est une région qui est presque entièrement constituée de bassins sédimentaires. Aujourd'hui, le Niger, il est presque à 95% constitué de bassins sédimentaires. Et en termes géologiques, quand on parle de bassins sédimentaires, ce sont les réceptacles des hydrocarbures. Et les hydrocarbures, nous avons 3 types d'hydrocarbures. Nous avons les hydrocarbures liquides, c'est le pétrole brut. Nous avons les hydrocarbures gazeux, le gaz naturel. Nous avons les hydrocarbures solides. Là, nous avons le charbon, l'anthracite, le lignite, les schistes bitumineux et autres. Donc, presque 95% du territoire du Niger est constitué justement de ces bassins sédimentaires. Ça veut dire pratiquement à n'importe quelle partie du Niger, excepté peut-être la zone du Liptako-Gourma, là où il y a donc d'autres ressources minières, mais presque 95% du territoire du Niger, excepté donc le Liptako-Gourma, la zone d'Amagram-Mounio, un tout petit peu l'Aïr et sud de Maradi, c'est peut-être ces zones-là où c'est des socles, donc vous ne pouvez pas prétendre découvrir des hydrocarbures. Sinon, tout le reste du territoire national, c'en est un. On a peut-être caché beaucoup l'information parce que nous ne détenons pas les technologies nécessaires pour savoir ce que nous avons dans le sous-sol, mais force est de constater que notre sous-sol renferme d'énormes potentiels en hydrocarbures. Donc si on doit faire un pipeline, je crois qu'on doit le dimensionner à hauteur donc, de ce que nous avons comme potentiel. C'est pour ça que j'ai un tout petit peu critiqué. Et donc un pipeline de 90 000 barils par jour, ça a été très très modeste pour un pays qui aspire à être millionnaire. Donc je crois qu'au même titre que le Tchad, au moment où vous avez lancé leur pipeline, et le pipeline qui est là actuellement, il a une capacité de 350 000 barils par jour, extensible à presque 500 000 barils par jour. Donc eux, ils sont partis avec une ambition à long terme. Donc je crois que nous devrons aussi avoir une ambition à long terme pour faire un pipeline à la hauteur de notre potentiel. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un pipeline de 90 000 barils par jour, 2 ans, 3 ans, 4 ans après l'exploitation, et tout de suite qu'on se rende compte aussi que nous avons encore un potentiel à exporter et que celui qui est là n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Donc soit on reprend, soit je ne sais pas, il faut trouver une autre solution. Et c'est en cela, là, qu'une fois j'ai parlé quelque peu de gâchis, effectivement, on aurait dû quand même anticiper, prévoir et faire une planification à long terme, avoir une vision long-termiste pour notre pétrole. Bon, cette raffinerie, elle a un impact sur le Niger, sur les pays voisins du Nigeria, mais aussi sur toute l'Afrique. Et je commence par l'Afrique d'une manière générale. Aujourd'hui, quand vous parcourez le monde, vous faites la géographie mondiale, la géographie pétrolière mondiale, l'on se rend compte qu'il y a certaines régions du monde qui étaient jadis pionnières du pétrole, qui cessent de l'être. Les États-Unis, à un moment, c'était le premier producteur mondial de pétrole. Le pétrole conventionnel, dit conventionnel. Aujourd'hui, les ressources américaines en pétrole sont épuisées, au point où ils ont commencé l'exploitation des hydrocarbures de schiste. En mer du Nord, le pétrole qu'on appelle le Brent, physiquement, il n'existe plus. Donc la référence qu'on lui donne sur le marché mondial, elle est virtuelle. Vous prenez les pays du Moyen-Orient, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans les années 80-90, ce qu'on a appelé le quota, la guerre des quotas. C'est-à-dire qu'au niveau de l'OPEP, et les membres de l'OPEP, pour pouvoir déterminer le quota, la quantité de pétrole à mettre sur le marché, donc on se base de ce qu'on appelle les réserves prouvées. Les réserves prouvées, ce sont donc les réserves après analyse, après examen du potentiel, si on est certain qu'à 90%, les estimations qui ont été faites sont exactes. À 90%, là on parle de réserves prouvées. On parle de réserves probables quand les estimations donc, des gisements sont estimées à 50%. Et on parle de réserves possibles si les estimations sont de l'ordre de 10%.
Donc, au niveau de l'OPEP, on demande à chaque pays de donner son potentiel prouvé. Donc, et c'est en cela là qu'on détermine le quota. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de pays arabes producteurs de pétrole qui ont commencé à tricher. Au lieu de donner le potentiel prouvé, ils donnent le potentiel possible qui est beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Et certains ont vu, tout le monde a commencé à tricher. Au point où aujourd'hui, le potentiel pétrolier des pays arabes est sujet à suspicion, y compris celui de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas de manière ferme dire que le potentiel de l'Arabie Saoudite est le potentiel réel. C'est qui est le cas de toutes les puissances pétrolières mondiales. Et l'Afrique, aujourd'hui, qui, elle, a commencé l'exploitation pétrolière dans les années 50, en 1960, il n'y avait que 4 pays qui ont commencé une véritable exploitation pétrolière. Aujourd'hui, c'est pratiquement tous les pays africains qui sont dans la phase de recherche ou d'exploitation de pétrole, sauf peut-être le Burkina Faso, les îles du Cap-Vert et le Lesotho qui ne sont pas dans cette phase-là. Mais sinon, les 51 ou 50 pays africains sont dans la phase d'exploration ou d'exploitation pétrolière. Au point où aujourd'hui, l'Afrique pèse pour 13 à 14% de la production mondiale. Aujourd'hui, l'Afrique pèse 13 à 14% de la production mondiale. Mais à contrario, si vous voyez ce que nous consommons en produits pétroliers, c'est à peine 3 à 4% de la consommation mondiale en produits pétroliers, ce qui est un grand paradoxe. Nous exportons 13 à 14%, mais nous consommons 3 à 4% seulement. Et les 3 à 4% en produits raffinés que nous consommons, l'essentiel vient de l'extérieur, parce que les 47 raffineries africaines sont pratiquement obsolètes, souvent en état de cessation, elles ne fonctionnent plus. Donc l'essentiel des hydrocarbures des pays africains vient de l'extérieur, et ce qui est le cas du Nigeria. Le Nigeria produit 2 300 000 barils par jour, mais pratiquement toute la consommation du Nigeria vient de l'extérieur. Donc c'est ce paradoxe-là qu'il faut changer, parce que nos matières premières, il faut qu'elles soient valorisées sur place, et c'est en cela que nous pouvons avoir une certaine valeur ajoutée. Ça ne sert à rien de prendre notre café ici, l'envoyer à l'extérieur, fabriquer du café en boîte et puis le ramener, nous vendre ça 10 fois plus cher. Ça ne sert à rien de prendre notre arachide, aller donc la raffiner quelque part et nous amener la pâte d'arachide en boîte qui va coûter 10 fois plus cher. Et c'est le cas du pétrole aussi. Donc notre pétrole doit rester sur place et être raffiné. Et je vous dis qu'aujourd'hui, avec cette production-là et cette nouvelle raffinerie de Dangote, qui a une capacité de 650 000 barils par jour. Et si vous faites les calculs, ça peut être par exemple 0,6-0,7% de la consommation africaine. La raffinerie, en elle seule, la raffinerie de Dangote. Elle peut faire 0,7-0,8%, presque 1% de la consommation africaine, ce qui n'est pas rien, ce qui est très important. Donc, maintenant, si vous prenez le gouvernement du Nigeria, du moins pendant la campagne électorale, et ça aussi c'était depuis très longtemps, tous les gouvernements qui se sont succédés au Nigeria ont souhaité lever la subvention sur l'essence. C'est quoi la subvention sur l'essence? C'est-à-dire que de sortie de la raffinerie, ou bien ce qu'on appelle à la porte d'entrée du cordon douanier, donc il y a un prix qu'on affecte au litre d'essence. Donc, à partir de la frontière, là, la frontière peut être la frontière douanière, le cordon douanier, ou bien ça peut être la raffinerie. Jusqu'à la pompe, il y a un certain nombre de taxes qui sont prélevées. Il y a d'abord la taxe intérieure sur les produits pétroliers, il y a la TVA, il y a les différentes marges bénéficiaires des différents acteurs qui interviennent sur la chaîne de valeur. Donc, c'est ça qui constitue plus de 50% du prix du pétrole à la pompe. Dans certains pays, ça va jusqu'à 60%. Donc, si à la pompe, le litre est vendu à 1000 francs, c'est un exemple que je donne, vous allez vous rendre compte que 600 francs sont des taxes et les impôts. Donc, à la sortie de la raffinerie, le litre d'essence peut coûter peut-être 400 francs seulement. Donc, le Nigeria, maintenant, dans le cadre pour la subvention, pour permettre à l'économie nationale de souffler, a décidé de prélever un certain montant dans ces taxes-là. Donc c'est ça qui a fait que le prix du litre d'essence depuis 1973 est relativement bas au Nigeria.
Et ça pouvait permettre justement à l'économie de souffler. Mais malheureusement, il y a des gros lobbies spéculateurs qui interceptent donc ces cargaisons de produits pétroliers qui rentrent au Nigeria, qui les interceptent et qui les commercialisent à un prix ordinaire dans les pays voisins, notamment le Niger dans le temps, particulièrement le Bénin qui est à presque 100% dépendant du pétrole, des hydrocarbures du Nigeria, le Cameroun, et ça va même au-delà, le Ghana, le Mali, tous ces pays-là sont inondés par le pétrole, les essences subventionnées du Nigeria. Et cette subvention-là coûte à l'État du Nigeria, tenez-vous bien, 17,5 milliards de francs CFA par jour. Ça coûte 17,5 milliards de francs CFA par jour, la subvention. Parce que c'est énorme, le Nigeria, ça fait presque 200 millions d'habitants. Et l'État ne gagne pratiquement rien. Non pas l'État, mais les populations pour lesquelles la subvention a été destinée, elles gagnent pratiquement à peine 40%. Les 60 autres % vont dans le marché de la spéculation. Et c'est pour ça que le nouveau président du Nigeria a décidé, c'est un couteau à double tranchant. Certes, ça a un impact négatif sur l'économie, sur les populations, mais de l'autre côté aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment une bénédiction pour l'État parce que se retrouver avec 17,5 milliards par jour et peut-être les investir dans les domaines sociaux de l'État, de la nation, ce serait quand même quelque chose de très important. Donc, l'un et l'autre, nous, au Niger, à un moment où nous produisons donc notre pétrole, justement, nous ne faisons pas face à cette spéculation à outrance. Donc, le litre d'essence, il est là, donc il est vendu à 540 francs, mais il se trouve que l'essence du Niger qui doit être exportée, puisque nous ne consommons pas toute la production de la SORAS. Donc, une partie donc, de l'essence qui doit être exportée n'est pas frappée de toutes ces taxes-là dont je parlais tantôt. Donc, il y a la taxe à l'exportation de la CEDEAO. Donc, cette taxe à l'exportation de la CEDEAO, elle est quand même pas très significative. Et à la porte du Nigeria, maintenant, donc, le pétrole du Niger était acheté à un très bon prix. Mais maintenant, avec la levée de la subvention, il y a eu une explosion du prix de l'essence au Nigeria. Et je vous dis qu'il y a quelques jours, l'essence était jusqu'à plus de 600 francs. Jusqu'à plus de 600 francs le litre d'essence au Nigeria. Oh oui, parce que la semaine même de l'annonce de la levée de cette subvention, le litre d'essence était arrivé à Abuja jusqu'à 700 naira. Donc ça fait presque 800, 900 francs CFA. Donc ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est que maintenant, notre essence que nous produisons ici, donc soit parte dans le cadre donc de la spéculation, vers les marchés noirs du Nigeria et être vendue à un très bon prix. Parce que non seulement elle était de très bonne qualité, mais elles peuvent être vendues à un prix moindre que celui du Nigeria. Mais le gouvernement du Nigeria, ensemble avec les autres pays membres de la CEDEAO, peuvent s'entendre. Je crois qu'une réunion pour une harmonisation donc, de la structure des prix au niveau donc, communautaire, je crois, peut juguler les impacts négatifs de la levée de la subvention sur nos économies. En ce sens que au Nigeria, je dois vous dire qu'il doit y avoir au moins 9 raffineries de pétrole. 9 raffineries. La NNPC, la Société nationale de pétrole, a 4 raffineries, une à Kaduna, une à Wari et 2 à Port Harcourt. Donc maintenant, il y a cette nouvelle raffinerie de Dangote ça fait la 5. Mais avant, il y avait 4 petites raffineries, mini-raffineries modulaires, qui produisent 5 à 10 000 barils par jour. Donc au Nigeria, il y a 9 raffineries. Les 4 raffineries de la NNPC sont presque hors de service. Mais maintenant, l'État va les réhabiliter. Et si l'État les réhabilite, je crois que toutes les raffineries du Nigeria peuvent arriver à une production de l'ordre de 1 200 000 barils par jour, ce qui est largement suffisant pour le Nigeria, et peut-être même aller vers les autres pays. Mais en ce moment-là, je crois que l'État du Nigeria, ensemble, dans le cadre d'une politique communautaire, donc de la CEDEAO, donc revoir les taxes afin de pouvoir réduire le prix à la pompe et que ça soit bénéfique pour tous les consommateurs. Mais de l'autre côté aussi au Nigeria, ils ont déjà commencé à prendre des mesures pour faire face au trafic du pétrole sur
dans les États du delta du Niger. Parce que dans les États du delta du Niger, il y a une exploitation frauduleuse du pétrole qui est faite, et il y a un raffinage clandestin, artisanal qui est fait, et qui pollue l'atmosphère, qui est très dangereux pour les populations, et qui est de l'essence frélatée. Donc je crois qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises actuellement pour faire face à ça. Quand la raffinerie Dangote sera pleinement opérationnelle, je crois que dans le cadre de l'ASLECAF, on peut bel et bien harmoniser, et dans le cadre de l'UOMOA, la CEDEAO, on peut harmoniser et que nos pays, les raffineries de nos pays, particulièrement le Niger et la Côte d'Ivoire, donc leurs raffineries puissent être aussi rentables. Vous savez, techniquement parlant et scientifiquement parlant, le pétrole brut, comme je le disais tantôt, c'est un hydrocarbure. Et quand on parle d'hydrocarbures, ce sont des composés chimiques qui sont constitués de carbone et d'hydrogène. Et le pétrole, c'est une chaîne des hydrocarbures, donc qu'on appelle la chaîne carbonée. Et cette chaîne carbonée va de 1 carbone jusqu'à des centaines de carbones. Donc quand vous avez un carbone, c'est ça qu'on appelle le méthane, CH4. On appelle le C1, donc la chaîne a un seul carbone, donc le méthane. Maintenant, après le méthane, vous avez là où elle a C2, donc c'est l'éthane, C2H8, etc., etc. Les premiers là, de C1 jusqu'à C4, ce sont des gaz. Ce sont des hydrocarbures légers, donc les gaz. Maintenant, de C5 jusqu'à C8, C10, ce sont les hydrocarbures liquides. À partir de là, donc, ça commence, la densité commence. Et à partir de C13, C14, ce sont les hydrocarbures solides, jusqu'à avoir donc le goudron ou autre. Donc, dans n'importe quel pétrole, on peut trouver justement tous les hydrocarbures qui sont constitués de cette chaîne de valeur. Et les produits pétroliers qui sont raffinés, qui sont sortis, le GPL par exemple, il est constitué de propane et d'éthane, de butane et de propane. Donc C4, C5, C3, C4. Donc le GPL que vous consommez en cuisine, c'est à peu près ça. Et l'éthane, le méthane, il est aussi utilisé dans la cuisine et aussi pour la combustion. Maintenant, à partir de C5, vous avez les essences légères, vous avez le pétrole lampant, vous avez le kérosène, vous avez le mazout, vous avez le gasoil. Donc tous les pétroles liquides, tous les produits pétroliers liquides, ils sont constitués donc de la chaîne carbonée qui va de C5 jusqu'à C10, y compris celui dont vous dites. Tout est là. Maintenant, au-delà, on a donc d'autres. Maintenant, ça dépend du bilan énergétique du pays. Le pays peut dire, bon, voilà, moi, ma consommation nationale, elle est de tant de quantité de GPL, elle est de tant de quantité d'essence, le gasoil, le jet avion, voilà. Et maintenant, dans le cadre du raffinage, vous pouvez avoir les équipements nécessaires, les infrastructures qui vont vous donner vos besoins. C'est dans le cadre du raffinage qu'on peut ne pas avoir besoin de ça. Et aujourd'hui, je crois que de plus en plus, le kérosène dont vous parlez, je crois que c'est de moins en moins utilisé. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans les lampes tempêtes, là, non? Et je crois que les lampes tempêtes, je crois qu'on commence à être abandonnées. Aujourd'hui, la population donc, a évolué beaucoup, au point où c'est l'électricité, pour le cas du Niger, vous voyez bien avec l'électrification rurale, donc l'électricité un peu partout au village, donc on n'a pas besoin de lampes tempêtes. Donc on a un besoin moindre en pétrole lampant, comme vous dites. Mais par contre, pour l'essence et le gasoil, voilà nos gros besoins. Mais dans n'importe quel pétrole du monde, vous avez ce dont je vous ai parlé. Et quand vous faites donc le bilan matière donc, du pétrole, vous allez trouver le GPL, donc vous allez trouver des gaz, vous allez trouver les liquides dans lesquels vous avez l'essence, vous avez le pétrole lampant, vous avez le kérosène, le jet d'avion, le mazout, le gasoil, etc. Et maintenant, quand vous allez au-delà, vous avez les graisses, les lubrifiants, les huiles, les bitumes. Et au-delà du bitume, vous avez le coke. Donc vous avez tout ça dans le pétrole. Donc pour quelqu'un qui vous dit que non, il n'y a pas de pétrole lampant dans le pétrole du Niger, je crois qu'il n'est pas bel et bien au courant de ce qui se passe.